Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Au sommaire de cette édition, la brèche de Saint-Louis au centre de toutes les attentions. Mansour Faye annonce le démarrage des travaux pour janvier 2019. D'un autre côté, le comportement des pêcheurs face à la météo interpelle. À Kaolack, l'affaire de la dame tuée par son mari évolue. Le présumé coupable en cavale a été arrêté par les éléments du commissariat central. Des réquisitions dans le secteur de la santé pour pallier les nombreuses grèves de Andegussem. L'inspecteur du travail, Amar Diop, soutient que cela va permettre d'assurer le service public en conformité avec la loi. Et puis la Confédération africaine de football retire l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Elle l'a annoncé sur son compte Twitter officiel. Le Maroc favori pour l'organisation de la compétition qui est passée à 32 équipes pour cette édition. Voilà le sommaire de ce 20h. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. La brèche de Saint-Louis continue de faire des dégâts depuis son ouverture en 2003 sous le régime d'Abdoulaye Wade. Plus de 378 pêcheurs ont perdu la vie dans ce cimetière maritime avec des dégâts estimés à des centaines de millions de francs CFA. Une situation difficile causée par cette brèche qui, lors de son ouverture en 2003, était de 5 mètres et aujourd'hui elle dépasse les 6 km. Ousseynou Diop. La brèche meurtrière de Saint-Louis a été ouverte en 2003, de 5 mètres au départ. Elle passe en 2018 à plus de 6 km. Le canal de délestage avait comme objectif de lutter contre les inondations dans l'ancienne capitale du Sénégal. À cette époque, la ville était soumise à des inondations fluviales récurrentes en fin de saison des pluies. Pourtant, l'ouverture artificielle avait sauvé la cité des inondations. Mais quelques années plus tard, les dégâts matériels se transforment en perte en vies humaines. En 15 ans, 378 personnes ont été tuées par la brèche. On parle même de plus de 400 avec des disparitions non déclarées par les pêcheurs. Ce cimetière maritime a également fait plusieurs dégâts matériels estimés à des centaines de millions de francs CFA. Depuis 2012, plusieurs promesses ont été faites par le gouvernement pour soulager les pêcheurs de la langue de Barbarie. Mais jusqu'à présent, ces promesses sont passées sous silence et les pêcheurs continuent toujours de payer les pots cassés. Avec la brèche et le changement climatique, Saint-Louis est menacé de disparition et les experts augurent même que d'ici 50 ans, la ville sera rayée définitivement de la carte du Sénégal. Mais avec la vitesse du canal de délestage, ces prévisions peuvent être réduites à moitié. Dernièrement, les pêcheurs de Guet-Ndar ont organisé une marche pacifique pour sonner l'alerte et prévenir les autorités sur les dangers de l'embouchure. Cette année, la campagne de pêche risque d'être difficile pour les pêcheurs de la langue de Barbarie. Elle a été ouverte il y a juste quelques jours, mais 5 personnes sont mortes sur la brèche. D'où l'urgence de régler définitivement la question de l'embouchure pour éviter encore d'autres décès. Ousseynou Diop, après la mort de 3 pêcheurs sur la brèche hier, le maire de la ville, Mansour Faye, rappelle que le chef de l'État a donné des instructions fermes pour le démarrage des travaux effectifs en janvier 2019. Mansour Faye de demander aux pêcheurs de Saint-Louis de respecter les consignes de l'ANACIM pour éviter les accidents. Je vous propose de l'écouter. Nous en profitons pour présenter toutes nos condoléances aux familles éplorées. Et hier même, Monsieur le Président de la République, lors du Conseil des ministres, je pense en a fait cas. Des travaux seront réalisés en urgence. Des experts ont déjà visité donc la brèche et dans quelques semaines, je pense que nous allons voir ces experts-là mettre en œuvre en tout cas le dragage comme il est souhaité et le balisage de la brèche. Donc c'est une préoccupation pour Monsieur le Président de la République. Seulement je lance un appel aussi à nos parents pêcheurs pour un petit peu respecter les règles établies. Parce que semble-t-il que donc il y a eu un accident, des pirogues se sont heurtées et c'est ça qui a amené en tout cas ces morts et ces disparus. Il y a des consignes qui sont données. Naturellement, c'est vrai qu'il est un peu difficile donc de les mettre en œuvre, mais je pense qu'on gagnerait mieux à respecter ces consignes pour que pareille situation ne se répète plus.
Ce constat accablant, malgré les messages de la météo, les pêcheurs continuent de subir la furie des vagues. Des questions qui se posent du genre, où se situe le problème? L'usage du gilet de sauvetage si précieux est-il respecté? Élément de réponse dans ce sujet signé à Maïmouna Ndiaye et Modou Diop, tourné à Soumbédioune. Ce jeune pêcheur pleure encore ses deux compagnons péris en mer. Un chavirement de pirogue est passé par là la semaine dernière. Ce jour-là, ils ont embarqué ici au quai de pêche de Soumbédioune. Quand on aborde le sujet, il dit prudence. Leur pirogue a chaviré dimanche dernier et malheureusement, pour eux, ils ne savaient pas nager. Ils n'avaient pas porté des gilets de sauvetage non plus. Ça aussi, c'est un problème sérieux. Après le défaut de gilet de sauvetage, une autre situation peut arriver. La houle peut subvenir en pleine mer. Dans ce cas-là, le retour devient inquiétant, risqué même à la limite. Dans tous les cas, cette soixantaine bien sonnée avertit. Les annonces faites par la météo ne doivent pas être négligées. La houle est dangereuse et mieux vaut l'observer 2 à 3 jours au lieu de périr en mer. Chaque pêcheur doit y veiller. Saint-Louis ou Dakar, les faits sont là, constants. Alors, chers pêcheurs, consultez vos messages alertes. Laissez le mauvais temps passer. Maïmouna Ndiaye, je vous l'annonçais dans les titres de cette édition. Fan de cavale pour le présumé meurtrier d'une dame à Kaolack. L'homme en question est accusé d'avoir tué sa femme à coups de poignard. Il est actuellement dans les locaux du commissariat de Kaolack. Les explications de Mame Diarra Faye de la police centrale que je vous propose d'écouter au micro d'Ibrahima Diamé. Il s'agissait d'une altercation entre époux, à l'issue de laquelle le mari a fini par poignarder la femme et celle-ci a succombé suite à de nombreuses blessures. Et depuis la commission du crime, toutes les voies de recherche ont été activées. C'est ce qui nous a permis d'ailleurs de mettre très tôt la main sur le conducteur de vélo-taxi qui a facilité la fuite du mis en cause en assurant son transport à Diourbel, moyennant une somme de 10 000 francs. Après investigation, il a été constaté que le mis en cause était entré en contact avec son jeune frère qui vit à Diourbel. Et avec la collaboration du commissariat urbain de Diourbel, le dit frère a été interpellé et mis à notre disposition pour avoir remis de l'argent aux mis en cause, lui permettant ainsi de se rendre chez sa mère à Touba. Et avec l'appui du commissariat spécial de Touba, 3 de ses amis ont été interpellés dans la mesure où ils ont aidé le mis en cause à se rendre à Saint-Louis. Et avec le soutien du commissariat de l'île de Saint-Louis, le mis en cause a été piégé et interpellé dans une station de service au quartier Leclerc. C'est une fois à Saint-Louis qu'il a voulu accéder en Mauritanie. Mais bon, avec l'efficacité de nos enquêteurs, on a pu quand même l'interpeller à temps. Nous allons à Thiès, l'université de Thiès en grève depuis 10 jours. Les restaurants sont fermés pour non-paiement des dettes. Le Centre régional des œuvres universitaires doit en effet aux repreneurs plus d'1 milliard de francs CFA. Et les étudiants sont obligés de sillonner les artères de la capitale du rail pour commander afin de préparer à manger. Un reportage signé à nos correspondants sur place, Charanta Diop et Seyla Tire. Depuis 10 jours, les étudiants de l'université de Thiès sont en grève. Ils protestent contre la fermeture des restaurants pour non-paiement des dettes que le Centre régional des œuvres universitaires de Thiès doit aux repreneurs. Les restaurants ont été fermés car le CROUS, l'État n'a pas encore payé la dette qu'elle doit aux repreneurs. Les repreneurs avaient donné un ultimatum au CROUS qui était le 20, le lendemain du Gamou, et ils ont décidé de fermer les restaurants jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à que l'État paye la dette qui est de plus de 1 milliard.
Cette situation est plutôt alarmante. Les étudiants parcourent les rues de Thiès pour quémander afin de préparer leur repas. Depuis le 21, on s'est organisé en faisant le Madjal, c'est-à-dire demander le monde dans la ville de Thiès à la gare routière, et aussi en faisant un appel aux bonnes volontés qui nous aident avec des sacs de riz. Par exemple, il y a un imam qui est de Moussante de Thiès qui nous a donné un sac de riz. Abakar Ndour, depuis le 21 jusqu'à présent, on cuisine 4 bananes pour nos camarades. Les étudiants pointent du doigt la responsabilité du CROUS et les autorités universitaires. Le directeur du CROUS, il n'est jamais venu ici, il n'a jamais délégué une personne pour s'enquérir de la situation. C'est pour vous dire qu'il y a une mauvaise gestion de la part de ce directeur. Après concertation, les étudiants de l'université de Thiès ont décidé de lever le mot d'ordre de grève ce lundi pour les besoins de la tenue des examens. En attendant, ils envisagent d'aller à la rencontre des chefs religieux pour leur faire part de la situation de l'université de Thiès. L'actualité judiciaire à présent. La décision du juge des référés est une violation à la liberté d'expression selon Maître Amadou Ali Khan, le conseiller de l'ancien coordonnateur de la cellule de communication des chambres africaines extraordinaires, dit cependant respecter le jugement. Marcel Mendy s'est vu en effet interdire la publication de son ouvrage Affaire Hissène Habré entre ombre, silence et non-dit sous prétexte d'une violation du droit à l'image de l'ancien président tchadien. Les détails dans cet élément signé Al-Hassan Ba et Pape Sangoné Mbaye. Une décision contestable selon Maître Amadou Ali Khan. Mais d'abord, précision sur cette décision du juge après la demande de Hissène Habré. Le tribunal a fait droit à sa demande principale, donc en interdisant la publication du livre de M. Marcel Mendy avec en couverture la photo du président Hissène Habré. Au Sénégal. Non, de manière générale. De manière générale. Il ne peut pas publier, selon le tribunal, il ne doit pas publier le livre dans un autre pays. Dans n'importe quel pays. S'il violait cette interdiction, il devait lui payer pour chaque livre vendu, diffusé, voilà, la somme de 500 000 francs CFA. Le conseil de Marcel Mendy dit respecter le jugement, mais le critique sur le plan technique. Il parle de violation de la liberté d'expression. L'utilisation de l'image est soumise à l'autorisation de la personne. Personne ne peut en discuter. Mais néanmoins, il y a 3 cas dans lesquels vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation d'une personne pour publier l'image. Lorsque il s'agit d'images d'événements d'actualité. La deuxième exception, c'est lorsqu'il s'agit également d'une personne publique, des images d'une personne publique agissant dans l'exercice des fonctions. Et enfin, la troisième exception au droit à l'image, c'est les images qui concernent un événement historique. J'estime que la restriction qui est faite, elle porte atteinte à la liberté d'expression, dans la mesure où, encore une fois, la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion, mais également la liberté d'information. La loi permet à Marcel Mendy, ancien coordonnateur de la cellule de communication des chambres africaines extraordinaires, de faire appel, souligne Maître Amadou Ali Khan. Pendant ce temps, le ministre de la Justice lui invite les procureurs à mettre fin au mandat de dépôt systématique. Ismaël Madior Fall, qui présidait ce matin une rencontre qui a réuni les acteurs de la justice, contre publier une circulaire pour l'amélioration de la politique pénale. Aïssatou Gueiba. Pour une politique pénale respectueuse des droits de l'homme, le ministre de la Justice invite les procureurs de la République à revoir les mandats de dépôt systématique. Je veux parler du dévoiement de la procédure de flagrance, notamment. Le recours systémique à cette procédure défigure notre procédure pénale, avec notamment le recours presque aussi systématique du mandat de dépôt qui l'accompagne. Je veux parler des retours de parquet, qui témoignent avant tout de relâchement du pouvoir de supervision des enquêtes que les procureurs doivent exercer sur les officiers de police judiciaire. Je veux parler des lenteurs dans l'audiencement des affaires et qui sont aujourd'hui portées par la presse. Il n'est pas acceptable que des accusés ou des prévenus en attente de jugement gardent prison uniquement à cause d'une mauvaise organisation ou d'un dysfonctionnement des services de l'enrôlement.
Ces directives vont bientôt faire l'objet d'une circulaire. Le garde des Sceaux veut mettre fin aux longues détentions provisoires. La mise en détention provisoire n'est pas forcément la meilleure réponse à apporter à une certaine délinquance. La banalisation à cet égard de l'emprisonnement est à éviter. La circulaire vous invite donc à n'envisager, dans la mesure du possible, le mandat de dépôt que quand il est strictement nécessaire et légal. Des changements seront également apportés dans la gestion de certains dossiers pour les parquets, selon Ismaël Majorfal. Désormais, les procureurs seront guidés par des balises claires qui ne les laissent plus livrer à eux-mêmes jusqu'à ce que la gestion d'une affaire sensible ou signalée ou un comportement inédit les mette au devant de la scène et qu'ils soient à leur grand désarroi sommés de s'expliquer à travers notamment des points ou conférences de presse. La circulaire s'emploie à fixer les règles du jeu. Dès ma prise de fonction, j'ai indiqué que, sauf nécessité, je ne recourrai pas aux instructions individuelles, même si le code de procédure pénale le permet. Cette abstention ou sobriété, selon le cas, ne doit pas se transformer en laisser-faire et laisser-aller. L'alternative à ces instructions individuelles, c'est la circulaire de politique générale. Comme si le garde des Sceaux répondait à l'UMS qui a toujours dénoncé les ordres de poursuite qu'il donne souvent aux procureurs. Et puis des réquisitions dans le secteur de la santé annoncées par Abdoulaye Diouf Sarr. Le but est de faire face aux grèves répétitives dans de Guessem, une mesure qui va permettre d'assurer le service public selon l'inspecteur du travail Amar Diop. Il appelle les deux parties tout de même à trouver un terrain d'entente dans le respect des codes du travail. Je vous propose de le suivre. Il est dans ce reportage signé Mambiram Diouf et Gervais Yao. L'Alliance des syndicats autonomes de la santé, qui en est à son 15e plan d'action, bouclant ainsi 3 jours de grève cette semaine, ne recule pas pour la satisfaction de ses revendications. Les réquisitions annoncées par le ministre de la Santé, le droit le plus absolu d'Abdoulaye Diouf Sarr pour la continuité du service. Au Sénégal, la grève est un droit constitutionnel, mais c'est un droit qui est encadré, notamment la loi 61-33 sur les statuts des fonctionnaires et la loi 97-17 portant code du travail donne le pouvoir à l'autorité administrative compétente de réquisitionner un certain nombre de travailleurs qui occupent des postes assez importants et qui peuvent nuire par exemple à la continuité du service public. Donc le ministre qui annonce des réquisitions est dans son droit et peut valablement procéder à la réquisition d'un certain nombre de travailleurs du secteur public et des travailleurs aussi du privé. Ce droit donné à l'autorité publique de prendre des mesures nécessaires pour préserver leur public et la continuité des services publics comporte cependant des limites. Le ministre peut réquisitionner uniquement par rapport à une liste d'emplois prévus par le décret 72-017 du 11 janvier 1972 qui fixe les postes et emplois aux fonctions dont les occupants peuvent faire l'objet de réquisition. La menace aussi du ministre de la Santé de couper les salaires des grévistes réunis au sein de And Guessem répond à des règles bien définies par le Code du travail. Il y a un principe général qui dit pas de travail, pas de salaire. Moi, je parlerai plus de jours non payés que de ponctions de salaire. L'évaluation par And Guessem de son mouvement ce samedi va situer la conduite à tenir dans le bras de fer qui l'oppose à la tutelle. Mambiram Diouf, l'Alliance du secteur de la santé pour une amélioration de l'accès, de la qualité de l'offre de santé au Sénégal. Elle présentait ce matin son rapport d'action 2019, entre autres. Dr Ardoba, son président, que je vous propose d'écouter. La cartographie du secteur privé de la santé a été réalisée avec l'appui de nos partenaires ici présents, la Banque mondiale et Shops Plus qui nous appuient tous les jours. Bien sûr avec le ministère de la Santé qui est le chef de file de tout cela. Et il a été prouvé que le secteur privé de la santé prend en charge une très grande partie des soins de santé. Il y a à peu près 100 000 consultations par semaine effectuées par le secteur privé de la santé dans l'ensemble du territoire sénégalais. 100 000 par semaine, ça fait 400 000 par mois. Cela, grâce à l'implantation maintenant du secteur privé dans tout le pays.
Il y a quelques années, quelques décennies, c'était seulement Dakar. Mais aujourd'hui, le secteur privé est présent partout. Nous devons, le second défi, c'est de pouvoir offrir à l'ensemble des populations sénégalaises des soins de qualité, mais à des coûts qui sont abordables. Nous allons à présent à l'Assemblée nationale avec le budget du ministère de l'Environnement et du Développement qui a connu une hausse de plus de 4 milliards de francs CFA. Mme Tchernodian, qui faisait face aux députés, est revenue sur les problèmes de l'érosion côtière et la pollution. Fatimata Touré, Gafaraba. Le vote du budget du ministère de l'Environnement, l'occasion saisie par la tutelle pour revenir sur l'érosion côtière. Dans l'environnement, tout est urgent et tout est important. Mais pour le contexte précis du Sénégal, la première urgence qu'il faut adresser est incontestablement l'érosion côtière dont nous vivons au jour les conséquences. Mais avec la volonté de toute la République, au premier chef desquels se trouve le président Macky Sall, et la disponibilité des moyens, nous parviendrons quand même à soustraire les populations de Saint-Louis, de Kayar, à cette douloureuse épreuve. Le ministre de l'Environnement déplore aussi la pollution notée à Dakar, même s'il soutient que le Sénégal est doté d'un centre de gestion de la qualité de l'air. Que la pollution reconnaît deux causes. Vous avez des causes endogènes, par exemple les voitures, par exemple l'industrialisation en ville. Mais il y a une cause exogène qui est plus déterminante sur laquelle peut-être nous n'avons pas beaucoup d'emprise. Ce sont les masses d'air issues du Sahara et que le vent amène dans ce pays. C'est pour ça qu'il y a 3 semaines, Dakar était couvert de nuages de poussière qui provenaient de ça. Mais le Sénégal a ce qu'on appelle un centre de gestion de la qualité de l'air. Les déchets plastiques constituent aujourd'hui un réel danger pour les ressources halieutiques. Parce que ce péril plastique menace à long terme les ressources halieutiques, en particulier le poisson. Nous savons très bien que dans 50 ans, il y aura plus de plastique dans la mer que de poissons. La première source de protéines des Sénégalais, c'est le poisson. Et si nous faisons garde, nous prenons garde avec ce péril plastique, cette ressource-là peut être compromise. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, devant les députés, a pris l'engagement de résoudre tous les problèmes liés à son secteur. La hausse du budget est plus de 4 milliards 100 francs CFA. Il passe de 21 milliards 500 à 25 milliards 700 francs CFA. Momar Ndao, peiné par la situation de la compagnie sucrière sénégalaise qui peine à écouler sa production, le président de l'Ascosen indexe l'octroi abusif des quotas d'importation du sucre au Sénégal qui s'élève à 60 000 tonnes. Je vous propose de l'écouter, il est interrogé par Thilo Mamadou Sama. Il n'y a pas de baisse du sucre, parce que si nous sommes pas plus tard que ce matin, nous avons parlé avec certains services, mais il n'y a pas de baisse pour l'instant du prix du sucre sur le plan officiel. Il y a une pratique qui fait que quand la compagnie sucrière produit du sucre, on suspend les importations, de sorte que la production locale soit écoulée d'abord. Il y a des autorisations jusqu'à près de 60 000 tonnes de quotas qui ont été donnés. Mais ce qui se passe, c'est que si ce sucre-là entre, la CSS ne va pas vendre, ça c'est clair. Lancement du programme USAID Passerelle à Sédhiou ce jeudi par le ministre Serigne Mbaye Thiam, un programme financé par le gouvernement américain à hauteur de 12 milliards et demi de francs CFA pour prendre en charge près à 2 500 000 enfants et jeunes hors du système éducatif. Serigne Mbaye Thiam, que je vous propose d'écouter, il en parle au micro de Bakary Conté. La loi d'orientation de l'éducation nationale prescrit un enseignement élémentaire et moyen de 10 ans, l'obligation scolaire de 10 ans à travers un enseignement élémentaire et moyen général. Mais malgré cette loi, cette étude qui a été menée a montré que 1 498 000 enfants et jeunes âgés de 6 à 16 ans étaient hors du système éducatif, soit 37% de la population de cette tranche d'âge, dont 324 000 enfants déscolarisés et 1 174 000 enfants jamais scolarisés. L'effectif des enfants déscolarisés de 6 à 11 ans, correspondant à l'âge de fréquentation de l'élémentaire,
est de 76 000 contre 723 000 jamais scolarisés. Le milieu rural abrite 85,7% des enfants de 6 à 11 ans qui sont hors du système éducatif. Les conclusions, recommandations et pistes d'action issues de cette importante étude ont amené le ministère de l'Éducation nationale, dans le cadre du paquet de programmes sectoriels, à ériger en grande priorité la prise en charge des enfants et des jeunes. Parlons religion à présent, avec la sécurité qui sera au cœur des préparatifs de la 55e édition de la Ziara annuelle de Thierno Mountaga Dahatal, qui a été transféré des cimetières de Bétoir à son domicile de Louga 28 ans après sa disparition. Le gouverneur de la région, qui a présidé en CRD à ce grand événement religieux prévu les 11 et 12 janvier prochains, promet de mettre le paquet sur la sécurité des pèlerins. Thierno Fall. Lors de cette rencontre sur les préparatifs de la Ziara annuelle dédiée au vénéré Thierno Mountaga Dahatal, le gouverneur de la région a beaucoup insisté sur l'aspect sécuritaire qui, selon lui, est très important pour accompagner les pèlerins. Il y a beaucoup de pèlerins qui viendront donc non seulement de l'intérieur du Sénégal, mais qui viendront donc de la sous-région. Cela va nécessiter un dispositif sécuritaire pour pouvoir donc les accompagner. Le CRD aussi a recommandé qu'il y ait aussi davantage de sécurité sur la personne même du Khalif. Aline Badara Mbeng a également mis l'accent sur la fourniture de l'eau dans le domicile du Khalif et le reste du quartier. Il faudra renforcer la fourniture d'eau pour les pèlerins qui viendront, mais aussi pour les différents sites qui seront retenus pour héberger donc les fidèles. Et l'accent sera surtout mis sur le domicile du Khalif, qui va accueillir également énormément de monde. Le président du comité d'organisation de la Ziara a remercié les autorités qui ont pris des engagements pour la réussite totale de l'événement. Thierno Cheikh a également saisi l'occasion pour solliciter des prières pour une présidentielle apaisée. réew mi dafa jëm ci lu rëy mooy ay élection te gis nañ réew mi fi mu toll ak ni xol yi jóge kon nag ñun ñëpp ñu ngi ànd di ñaan yàlla nañu yàlla defal wis ci ndox mu sedd ñu def ko ci jàmm. Cette ziara prévue les 11 et 12 janvier 2019 réunit chaque année des milliers de fidèles qui viennent de partout au Sénégal et de la sous-région. Cette information officialisée en début de soirée, la Confédération africaine de football qui retire l'organisation de la CAN au Cameroun. Elle l'a annoncé sur son compte Twitter officiel. Je vous propose de suivre là-dessus cet élément signé Pape Abdoulaye Der. On le craignait, c'est finalement arrivé. La CAF retire l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Motif, le grand retard enregistré dans la réalisation des infrastructures nécessaires pour accueillir la Coupe d'Afrique l'été prochain. Décision prise par le comité exécutif de la CAF ce vendredi à Accra. De sérieux doutes planaient sur la capacité du Cameroun à organiser la CAN, dont le nombre de participants passe de 16 à 24 équipes. Les retards enregistrés dans la construction des infrastructures nécessaires pour accueillir cette CAN étaient trop importants. Du coup, les dernières visites d'inspection n'ont pas été concluantes. Conséquence, la compétition est délocalisée et c'est le Maroc qui serait en pole position pour en hériter. Abdoulaye Der, merci. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programmes en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.